Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo réellement exceptionnelle et je vais vous le dire pourquoi. En effet, c'est exceptionnel par rapport à deux points. Premièrement, je ne vais quasiment pas parler dans cette vidéo, comme ça va vous faire des vacances. Comment ça enfin? Et deuxièmement, eh bien, c'est mon pote Cyril, la personne avec qui je fais les vidéos débats. Eh bien, c'est Cyril qui va se charger de donner son avis sur la série Game of Thrones et notamment cette fameuse saison controversée, la fameuse saison 8. Donc, si vous appréciez son travail, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo. Comme ça, je l'espère, il fera d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de partager la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de monde. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Maintenant, Cyril, c'est à toi. Merci Serge. Alors voilà, parlons donc de Game of Thrones. Maintenant que la reine des séries vient de se terminer, on peut enfin en dire certaines choses. Alors bien sûr, il faut absolument avoir vu les 8 saisons avant de regarder cette vidéo, sinon ça va être le pire des spoilers divulgachage. Je vais donc dire à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur cette série, et puis particulièrement sur la 8e saison et les quelques polémiques qui existent bel et bien. En gros, cette série, comment je l'aborde? Je l'aborde comme une histoire de l'Angleterre. Une histoire de toutes les guerres que l'Angleterre et le nord de l'Europe a vécues, on va dire du 9e siècle jusqu'à maintenant, jusqu'à l'ère moderne. Ce qui frappe tout de même immédiatement, quand on connaît un peu l'histoire de l'Angleterre, c'est qu'on a affaire donc aux Lannister et aux Stark. Et il existe une guerre qu'on appelle la guerre des Deux Roses, qui arrive à peu près un peu après la guerre de Cent Ans. C'est le 15e siècle, 14e siècle à peu près. Et c'est une lutte à mort entre les Lancaster et les York. Alors c'est difficile de raconter absolument toute cette guerre. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Il y a Nota Bene, Motion versus History. Il y en a sûrement d'autres sur YouTube. Il y a pas mal de livres là-dessus. Mais en gros, toutes ces histoires de trahison, de guerre de trône, hein, que la série appelle très ironiquement jeu, c'est exactement donc l'après-guerre de Cent Ans, la guerre des Deux Roses, donc des guerres de rois au XIVe siècle en Angleterre. Comme par exemple les Noces pourpres, cet épisode extrêmement sanglant de la 3e saison de Game of Thrones, qui voit Robb et Catelyn Stark se faire égorger pendant un dîner, pendant une noce, s'inspire clairement du Black Diner en novembre 1440, après la mort du roi d'Écosse. Le précepteur de son jeune fils, William Crichton, va tuer les deux prétendants au trône, violant alors toutes les lois de l'hospitalité. Et ça se passait dans le château d'Édimbourg. Cela a inspiré très clairement le romancier George Martin, mais cette vengeance, cette trahison lors d'un dîner, lors de noces, voilà, où on a les invités et ils sont là pour qu'on les tue, ça remonte au mythe grec d'Atrée. Donc c'est quelque chose d'encore plus ancien. Et c'est ce que je pense de la série, c'est-à-dire que finalement cela raconte toute l'histoire de l'Angleterre, du mur d'Adrien, jusqu'à l'ère moderne. Le mur d'Adrien, c'est ce mur qui a été monté par l'empereur romain Adrien pour séparer l'Angleterre, pour séparer les troupes romaines qui occupaient l'île de Britannia des Pictes et des Angles et des autres barbares de l'époque, hein, les soi-disant barbares de l'époque qui vivaient au-delà du mur. Les sauvageons, donc, hein, comme dans la série. La civilisation romaine étant au sud du mur et ce qui n'est pas la civilisation étant au nord du mur. Ça a donné le mythe, qui finalement je ne crois pas que ce soit un mythe, hein, à mon avis il n'y a pas d'énigme, le mythe de la disparition de la 9e Légion. C'était cette légion qui n'est pas revenue avec l'Empire romain lorsque l'Empire romain est parti de l'île de Britannia. Ce sont les légionnaires romains qui, à mon avis c'est clair quand on se penche sur cette histoire, qui ont tout simplement choisi d'aller vivre au-delà du mur et
c'est mixé, c'est métissé avec la population. Et cela rappelle très fortement tout ce que vit Jon Snow, tout ce que décide Jon Snow, tout ce que va diriger Jon Snow euh, au cours des saisons, en étant membre de la garde de nuit, donc le long du mur, et en n'arrêtant pas de faire des allers-retours entre le mur et le nord du mur, en ramenant les sauvageons et les ralliant, en vue de cette grande guerre, en fait, la grande guerre des morts-vivants, c'est le délire de la série, qui vivent au-delà du mur, qui ne sont pas censés exister, leur existence est niée, et c'est ce qui va démarrer la série, puisque les morts-vivants commencent à se faire connaître, commencent à tuer des gens au-delà du mur, des membres de la garde de nuit. Or, comme ils ne sont pas censés exister et que ces morts-vivants font très peur à certains membres de la garde de nuit, ben, il y en a un en particulier qui flippe et qui déserte et qui se fait couper la tête par Ned Stark dès le premier épisode. C'est ce qui démarre toute l'histoire vis-à-vis des morts-vivants. Et puis, il y a tout ce qui amène au coupage de tête de Ned Stark, c'est-à-dire le fait que Ned Stark soit légitimé sur le trône par le roi Baratheon, et que cette information est masquée dès le début de la série par Peter Baelish, Littlefinger. Il se fera égorger par les deux filles de Ned Stark à la fin de la série. Il y aura longtemps à attendre, mais pendant toute la série, donc ce Peter Baelish va passer de trahison et de rétention d'informations pour se maintenir au pouvoir. Le chaos qu'il maintient et qu'il crée est une échelle pour le pouvoir pour lui. Les deux sœurs vont s'en rendre compte à la fin et vont l'assassiner. Cette première trahison qui aboutit à la mort de Ned Stark va créer tout un enchaînement de circonstances, de situations, tout un désir de vengeance de la part de la famille Stark, les plus âgés, qui vont dire ben, le trône est à nous, donc on va lutter contre Cersei. La magie aidant, certains se font assassiner. Cersei se maintient au pouvoir, toujours pareil, par des trahisons et par l'or. C'est parce que Cersei, ou son père, a payé Walder Frey que Walder Frey tue Robb et Catelyn Stark, donc aux noces pourpres. Toutes ces guerres, tous ces meurtres, toutes ces trahisons nous montrent des personnages qui évoluent. Et c'est ce qu'il y a aussi de très intéressant dans ce feuilleton, c'est l'évolution de ces personnages, le caractère développement. Et c'est là que pour moi, donc, on arrive à des gros problèmes dans cette dernière saison. On a envie pendant toute la série que le mal qui a été fait à la famille Stark soit réparé. Or, que se passe-t-il? À peu près la moitié de la série, les deux scénaristes, Weiss et Benioff, écrivent plus vite que George Martin, l'auteur des romans Song of Ice and Fire. À partir de la 5e saison, mais c'est difficile à dire parce que les romans s'attachent particulièrement aux personnages, fait évoluer l'histoire en s'attachant petit à petit à chaque personnage, et il reste encore des bouts du roman pendant la 5e saison. Clairement, à partir de la 6e saison, on n'est plus du tout dans les romans, on est dans la volonté des scénaristes. Ce sont les scénaristes, les showrunners, hein, Weiss et Benioff, qui font avancer l'histoire sans George Martin. Bon. Cela donne ces deux saisons que je trouve extrêmement intéressantes. Les 5e et 6e saisons, donc surtout la 5e saison, nous montrent les montées du fondamentalisme religieux. Toutes les familles ne sont plus en lutte pour le trône, mais en lutte pour leur survie face à la montée des fondamentalismes religieux. Cersei a affaire aux moineaux, hein, c'est une secte qui ressemble un petit peu aux préceptes de saint François d'Assise, mais en les exagérant, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les riches deviennent pauvres. Cersei voit tout de suite l'hypocrisie de ça et refuse cette inquisition, mais en refusant cette inquisition, ben, elle se fait emprisonner. Et de là amène cette scène extrêmement iconique de la marche de la honte, hein, shame, 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 qui va rester culte. De son côté, Daenerys a affaire au fils de la harpie. Elle vient de libérer une cité. Ça ne plaît pas aux nobles. Et les fils de la harpie représentent cette vengeance des aristocrates de la cité envers les Immaculés, envers l'armée de Daenerys et Daenerys elle-même. C'est l'un de ces dragons qui va régler le problème. Mélisandre, la sorcière rouge, qui malgré tout
s'avère très utile petit à petit dans la série, va elle faire sa propre acquisition avec des bûchers, elle va faire brûler des gens par sorcellerie, par magie noire, pour faire gagner un clan plutôt qu'un autre. On arrive au délire ultime qui est de brûler un enfant pour les biens de la guerre, hein, donc, clairement. Et pendant ce temps-là, Arya va subir un entraînement d'assassin dans la secte des hommes sans visage, et donc aux 1000 visages, la secte des hommes sans nom. Cela va être très utile aussi à Arya, mais son cerveau va être bien lavé aussi. Elle va avoir du mal à s'en remettre. On pourrait très symboliquement de la rendre aveugle. Mais elle va s'en remettre. Tout ça pour arriver aux 2 dernières saisons. Les 2 dernières saisons, ce sont des résolutions, c'est-à-dire que les personnages, plein de personnages, surtout la famille Stark qui a été séparée et décimée au cours du feuilleton, va se retrouver à Winterfell, petit à petit, les uns après les autres. Jon va s'allier avec Daenerys dans le but de lutter, non pas pour monter sur le trône, mais contre les morts-vivants. La grande guerre préparée dans le courant de la 7e saison consiste à se battre d'abord contre les morts-vivants. Or, pendant ce temps, il y a Bran Stark. Bran Stark, c'est celui qui s'est fait pousser par Jaime Lannister du duo de la Tour. Bran Stark, il sait tout, il voit tout, il a vu le passé, c'est lui qui garde toute la mémoire de tout Westeros en lui. C'est un personnage qui est très important, qu'il faut absolument préserver. Et on nous dit enfin que le roi de la nuit, le roi des morts-vivants, son but, c'est de tuer précisément Bran Stark, qui n'est plus Bran Stark, mais l'Arcorneille aux 3 yeux, c'est-à-dire une sorte de devin ultime. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument détruire la mémoire de ce monde-là pour faire régner la nuit éternelle. C'est ce que les personnages nous apprennent dans la 8e saison. Ça se tient très bien, donc le Night King en veut à Bran, donc il faut protéger Bran pendant ce combat. Pendant ce combat, eh ben, on se rend compte que toute cette armée, finalement, n'est là que pour faire diversion. Toutes les attaques, en fait, sont inutiles. C'est normal, puisque le mort-vivant a le pouvoir de faire ressusciter les morts, donc tous ceux qui se battent pendant le combat, qui meurent pendant ce combat, ben, ça grossit son armée. Donc c'est une guerre nue un peu désespérée, qui peut paraître un petit peu inutile, mais il est très clairement établi que ce combat est là pour faire diversion, pour isoler le roi de la nuit et le tuer, voilà. Mano à mano. Ce que personne ne va arriver à faire, sauf Arya, d'une manière totalement inattendue. Normalement, on aurait pensé que c'est Jon Snow avec son épée qui arrive à trancher le roi de la nuit, mais c'est Arya. Alors, ça se tient dans la mesure où on nous montre bien que Arya a subi un entraînement pendant les 5e et 6e saisons qui fait que, oui, elle est suffisamment forte et suffisamment agile, suffisamment discrète. C'est un assassin. Pour cela jouer Assassin's Creed à la fin, dans cet épisode-là. Donc, oui, ça se tient. Ce que j'ai envie de dire sur ce 3e épisode controversé de la 8e saison, dans laquelle on ne voit rien, c'est que je ne peux pas donner raison aux arguments du réalisateur et du chef-op, qui est de dire c'est de la faute des téléspectateurs, ils avaient qu'à bien régler leur télévision et ne pas regarder ça sur leur iPad ou leur écran. Les écrans d'iPad, les écrans de smartphone et les écrans d'iPad, ce sont de très bons écrans maintenant, des écrans OLED. Je suis sûr qu'en regardant l'épisode sur ces écrans, on aurait beaucoup mieux vu ce qui se passe à l'écran que sur un téléviseur, même mal réglé. Parce que même les téléviseurs bien réglés montrent qu'il y a des problèmes. Et c'est pas tant des problèmes de luminosité, c'est-à-dire c'est pas forcément une incompétence du chef-op, qu'un problème avec HBO, donc un problème de compression des données pendant la diffusion en direct de HBO et OCS. Ça, c'est une possibilité très bien décrite et très bien démontrée par Pepe World, un youtubeur. Le problème, c'est que certaines personnes ont pu voir des épisodes sur grand écran et il y a le même problème de pixelisation. Alors, peut-être que là aussi, c'est un problème avec le matériau de base, il faudrait voir une diffusion en 4K. Moi, je crois qu'il y a quand même des gros problèmes de narration dans cet épisode 3 et de pure mise en scène. Arya, elle est sur le toit, les morts-vivants sont autour d'elle, elle ne rentre par la fenêtre et elle tombe dans la bibliothèque. C'était la bibliothèque qui était juste là, sous la fenêtre. Ah bon? Normalement non, normalement c'est une salle d'armes, pas. Pour moi, il y a déjà un gros problème et elle se retrouve donc dans sa bibliothèque, elle est entourée par des morts-vivants, elle se cache comme elle peut sous une table, derrière une chaise, on ne sait pas trop parce que bien sûr, on voit rien, non seulement il fait nuit dehors, mais il y a encore un peu la lumière, la lueur des flammes, la lumière de la lune, mais à l'intérieur il n'y a plus grand chose, juste une fenêtre ou deux.
Et je trouve ça bien pratique, parce que lorsqu'elle arrête de se cacher sous une table, tout d'un coup, elle se téléporte à côté d'un mur, donc elle est cachée par le mur, et puis tout d'un coup, après le mur, elle se téléporte dans le couloir en train de courir et de s'échapper. C'est digne de Glenn dans Walking Dead, et c'est indigne de Game of Thrones. Même type de problème, de scénographie, donc de positionnement dans l'espace, de compréhension des décors, avec le dragon. Le dragon de glace, il m'a fallu franchement 3 visions de l'épisode pour comprendre que le dragon de glace, il se pose là pour empêcher Jon d'attaquer le roi de la nuit. Et, il est entre Jon et Bran en fait. Le dragon de glace se pose là. On ne le comprend absolument pas parce que Sapochnik, le réalisateur, qui dit s'inspirer du travail de Peter Jackson, Peter Jackson, lui, quand il montre des batailles, plusieurs batailles dans une grande bataille, il fait des plans, séquences, d'une bataille à l'autre pour comprendre ce qui se passe à un endroit et puis à un autre endroit dans le même temps. Sapochnik, il ne le fait pas, ce qui fait qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, on ne comprend pas où est situé quoi, où est situé qui par rapport au combat. Ce manque de luminosité, cette tendance à vouloir tout mettre dans le noir, ça comble quand même des trous dans la mise en scène. C'est mon avis, mais il se rend compte qu'il a fait quelque chose qui est limite, et c'est la raison pour laquelle il a donné cette réponse qui est complètement incohérente, complètement de mauvaise foi, où il s'en prend aux téléspectateurs, c'est de leur faute, ça n'a pas réglé la lumière. Le manque de lumière, ça permet de masquer les trous dans la mise en scène, voire dans le scénario, quoi. Mais bon, admettons, de toute façon, Arya s'était bien préparée, elle était bien en mesure de tuer le roi de la nuit. Et j'en arrive à cette fin de saison qui est censée être une résolution de toutes les questions qu'on se pose depuis le début. Bon, le fait que le roi de la nuit meure sans qu'on nous ait expliqué à aucun moment ce que ça voulait dire, que tous ces mandalas, tous ces meurtres avec ces symboles, de faire des cercles avec des traits au milieu, des virgules. Il n'y a pas d'explication, voilà, on n'aura pas d'explication symbolique, alors peut-être que ce sera expliqué dans la préquelle à venir. Franchement, ça m'étonnerait, c'est juste, j'ai l'impression que tout ce que George Martin a établi dans ses romans, dans les premières saisons, on s'en balance dans la dernière saison, quoi, pour aller vite. Alors ça me fait ça avec d'autres personnages, pas que Arya. J'aime beaucoup la trajectoire d'autres personnages. Le personnage de Jaime Lannister change de tout au tout entre le début et la fin du feuilleton, sauf dans le dernier épisode, ok. C'est tout de même un Lannister. C'est quelqu'un qui est profondément amoureux de sa sœur, de Cersei, tout en sachant très bien que c'est une femme détestable. Petit à petit, mettre de l'eau dans son vin, en rencontrant d'autres personnes, ça fait très homérien, c'est-à-dire ça fait très guerre de Troie, hein, le guerrier qui va rencontrer le roi adverse, en l'occurrence la reine adverse, Catelyn Stark, et puis qui va mettre de l'eau dans son vin, donc, qui va se rendre compte que elle est une meilleure reine que sa reine à lui, que la reine qu'il sert. C'est ce que vit Achille dans la guerre de Troie. Jaime, grâce aussi à sa rencontre avec Brienne, va changer de tout au tout et va se positionner en tant que chevalier pur et dur, paladin, chevalier, protecteur de la veuve et l'orphelin. C'est exactement ça. Hein, donc, et il va vouer son aventure à tout faire pour protéger ceux qui restent des enfants Stark. Il va le faire sans avoir besoin de le faire. Arya, elle n'a pas besoin de protection, et Sansa, bon, elle a vécu ce qu'elle a vécu, elle s'est fait torturer mentalement, un petit peu physiquement, oui, et au final, elle va tuer son tortionnaire, voilà, qui va mourir par là où il a péché en quelque sorte. Jaime, à la fin, quand arrive le combat final à Port-Réal où il s'agit d'aller détrôner sa sœur, finalement, il fuit pour aller protéger sa sœur. C'est un revirement. Alors, c'est pas une déception par rapport au personnage, du genre un problème d'écriture, c'est plutôt une déception qu'on a dans le sens une désillusion. C'est-à-dire que le personnage est décevant. Pas dans son écriture, mais ce qu'il fait au final est décevant. On le comprend parfaitement parce que, oui, il est toujours dit, et on l'a toujours vu, profondément amoureux de Cersei, même dans les pires moments. Même si, au final, sa dernière trahison qui a été de oui, on va venir vous aider contre les morts vivants, mais finalement elle ne le fait pas. Bon, normalement, ça avait achevé Jaime, mais face à la mort, il préfère aller les retrouver. Donc Jaime est au final
décevant. Bon, Théon Greyjoy, lui, il est, on va dire, totalement satisfaisant. C'est-à-dire que il va passer de traître absolu, même fou de pouvoir, hein, au point de tuer des enfants, les calciner pour faire croire qu'il a tué les bons, hein, Bran et Rickon, il tue d'autres enfants, il s'en fout. Euh, il va se faire torturer, là, gravement physiquement, oui, et puis il va se faire laver le cerveau, ça que sert la torture. Il a un comportement qui est quand même extrêmement grave, mais sa rédemption dans les 2 dernières saisons est d'autant plus forte. Il sauve Sansa et va finalement rester auprès de, comme dit Sansa, auprès de sa famille, pour au final mourir en protégeant Bran, alors qu'il a eu l'intention de le tuer au début du feuilleton. Sa rédemption est, d'un point de vue scénaristique, satisfaisant. Le problème, c'est Daenerys. Daenerys me pose un gros problème. Lorsque elle crame tout le monde dans cet avant-dernier épisode, on ressent quand même à l'aise. Pourquoi? Alors qu'elle avait prévenu depuis le début qu'elle était capable de faire ça. Elle n'arrêtait pas de menacer toutes les villes qu'elle traversait lorsqu'elle libérait les esclaves. Elle disait aux aristocrates et aux nobles, faites-le, sinon je crame toute votre cité. C'était que des menaces. Elle n'a jamais mis ces menaces à exécution. Elle a cramé des gens, elle a fait cramer des gens qu'elle pensait être des traîtres. Elle a eu des actions qui étaient très, très, on va dire, maléfiques, dans le sens du mal, mais qu'elle pensait être bien, c'est-à-dire que pour elle protéger le peuple, le petit peuple, les esclaves, c'est bien. Tuer les tortionnaires, les esclavagistes nobles, les tuer, c'est bien aussi pour elle. Elle s'est fabriquée cette conviction dans sa tête. Le problème, c'est qu'il y a suffisamment de bien en elle, on voit suffisamment de bien en elle durant toute la série, pour qu'au final, ce revirement ne soit finalement, je trouve, pas crédible. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est prévenu, lorsqu'elle dit des choses ou lorsqu'elle est mise dans certaines situations, que ça caractérise le personnage. C'est pas un développement de personnage que de nous prévenir juste dans des mots ou de montrer qu'elle est témoin de certaines choses. C'est que tous les personnages dans Game of Thrones ont à gérer les conséquences de leurs actes. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait que Robb Stark et Catelyn Stark vont se retrouver dans les noces pourpres à se faire tuer. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait quelque chose qui a été pris pour une trahison par d'autres personnes, du point de vue de Walder Frey et des Lannister, qui va justifier le fait qu'ils vont se faire tuer. Tous les autres, Stannis Baratheon, ce qui va le finir, ce sont ses actions, c'est son adoration face au fondamentalisme religieux, à la Mélisandre, qui va lui donner une trop grande confiance en lui et se faire rétamer. Les personnages violents dans Game of Thrones, on ne ressent pas forcément leur violence. Arya Stark, c'est quand même quelqu'un qui, avant de tuer Walder Frey, lui fait manger ses propres fils. Ses propres fils, elle les a tués, elle les a découpés, et elle les a cuits dans des tourtes qu'elle fait manger à Walder Frey. Faut y aller quand même, elle est hyper violente, cette nana. Et pourtant, on ne ressent pas de terreur face à elle. Au contraire, on est plutôt du genre, s'il lui arrive quoi que ce soit, j'arrête la série. Bon. Sansa, elle envoie les chiens, elle fait dévorer vivant son tortionnaire. Ces actions, on les trouve juste parce ce sont des retours satisfaisants, des retours payants en quelque sorte. C'est-à-dire que ceux qui payent pour tout le mal qu'ils ont fait, le payent en mourant là où ils ont péché. Daenerys, finalement, on a quand même beaucoup trop vu de bien en elle pour qu'au final, on accepte ce revirement, ce pétage de plomb total. Alors oui, il y a le fait que Missandei se fasse couper la tête face à elle, c'est très symbolique parce que c'est la première personne qu'elle avait libérée, c'est le premier esclave qu'elle avait libéré, à une époque où effectivement elle était différente. C'est un personnage, Daenerys, qui a subi ce qu'elle a subi, c'est-à-dire qu'elle est remise à zéro quasiment dans chaque saison, elle est abattue, elle doit repartir de zéro quasiment dans chaque saison, jusqu'à ce qu'elle se fabrique une armée dans les dernières saisons pour arriver à attaquer Port-Réal. Mais elle n'a été que témoin, enfin elle a subi des humiliations, mais le mal, elle en a surtout été témoin. Pour que quelqu'un
un tel revirement, il faut que ce soit quelqu'un qui ait fait le mal à répétition, à répétition, à répétition, pour qu'on comprenne au final ça. On aurait parfaitement compris que Arya tranche la gorge de Cersei de manière extrêmement violente, on l'aurait compris parce que c'est préparé dans le comportement de Arya depuis le début. Ce n'est absolument pas préparé depuis le début dans le comportement de Daenerys. Et au final, Missandei qui se fait couper la tête, ça nous en dit long sur la folie du pouvoir de Cersei. Ça nous en dit long sur Cersei. Missandei, ça, c'est un problème avec Cersei. Que Daenerys fait en quelque sorte comme Walder Frey, c'est-à-dire qu'elle trahit sa parole de ne pas attaquer la cité si la cité tombe, c'est-à-dire si la cité se rend. Hein, la compagnie dorée rend les armes, les cloches sonnent, mais elle décide de tout brûler. Et elle brûle tout, sauf Cersei. Elle tue tout le monde, sauf Cersei. Il y a quand même un gros problème pour moi de narration avec ça, et c'est pour ça que ça passe mal. Mais en même temps, c'est vrai que Daenerys, si elle n'avait pas brûlé la cité, n'aurait pas compris. C'est-à-dire que c'est tout de même la cité qu'elle a envie d'envahir depuis le début, et il n'y a que ce moyen-là. Bon, c'est vrai que oui, elle avait prévenu depuis longtemps. Pour moi, c'est pas suffisant, mais dans l'enchaînement des situations, eh ben, c'était un passage nécessaire. Et j'ai le même problème avec la mort de Cersei, c'est que finalement, elle meurt trop bien, en quelque sorte. Bon, elle meurt écrasée par l'effondrement de la tour, mais par rapport à tout le mal qu'elle a fait depuis le début, elle meurt trop facilement. C'est pas une fin satisfaisante, mais c'est beau. C'est-à-dire que Jaime arrive à la retrouver. C'est tragique, c'est une fin d'amant tragique. Hein. Ils meurent dans les bras l'un de l'autre parce que, eh ben, ils sont bloqués. Voilà, ils ne peuvent que attendre la mort, ils ne peuvent pas sortir du château qui est en train de s'effondrer sur eux. C'est aussi un sens symbolique, hein, le château du pouvoir absolu qui s'effondre sur eux. Euh, donc il y a des gros moments de déception et des gros moments satisfaisants, quoi. Euh, L'affrontement des deux frères, la montagne et le limier, oui, c'est génial, oui, et il meurt dans les flammes. Ça, en quelque sorte, la montagne était prévenue depuis le début par Clegane, lui, il a eu son moment. Ça ne pouvait que terminer comme ça entre eux. Sandor Clegane a aussi une trajectoire qui est très très belle. Il est en quelque sorte sur le chemin de la rédemption pendant tout le feuilleton, et sa trajectoire est aussi très très belle. Au final, je comprends parfaitement là où les scénaristes veulent en venir. C'est-à-dire, je ne sais pas si George Martin en arrivera là, on verra quand ces deux derniers bouquins, il arrivera enfin à les écrire. Mais on comprend le propos politique. C'est-à-dire que le propos politique des showrunners, c'est de dire que, c'est ce que Varys dit avant de mourir, c'est que il vaut mieux mettre au pouvoir quelqu'un qui ne cherche pas le pouvoir. C'est très platonicien. Et c'est très exactement Jon Snow. Il ne veut absolument pas le pouvoir, lui, ses batailles sont ailleurs, et puis il est amoureux de Daenerys, donc il veut la mettre, elle, au pouvoir, seulement elle est folle, comme son père. Alors j'aime pas tellement aussi la justification qu'il y a dans le feuilleton, qui est de dire, avec les Targaryens, c'est à pile ou face. C'est quand même une facilité de ne s'en remettre que à ça. Mais bon, au final, c'est pas Jon Snow. Alors effectivement, c'est pareil, hein, c'est une fin très shakespearienne, on pense à Cléopâtre, on pense à Othello, on pense à du Shakespeare, il tue avec une dague celle qu'il aime parce qu'il ne peut pas faire autrement. Elle devenait réellement folle, oui, effectivement. Il fallait faire ça. Mais il ne pouvait pas réchapper. C'est-à-dire que c'est un bon compromis que de le renvoyer, encore une fois, dans le nord, quoi. C'est un nordien, comme lui dit l'autre. Il aura toujours le nord en lui. Donc finalement, il retourne sur le mur. Bon, le mur ne sert plus à rien, il est complètement ébréché. Foutu pour foutu, et ben on va au nord du mur d'Adrien, et il fait partie de la 9e Légion qui disparaît au nord du mur d'Adrien. Au final, qui reste? Bran. Je n'aime pas du tout sa réplique lorsque Tyrion lui dit est-ce que tu acceptes d'être nommé roi? Bran, pourquoi crois-tu que je suis là? Non, c'est mal préparé, je veux dire, ça va pas, ça va pas. Lui, c'est aussi quelqu'un qui n'est absolument pas là pour le pouvoir, il n'est absolument pas intéressé par ça, il est complètement ailleurs dans sa tête, il est partout en même temps, et nulle part en même temps. Il est quantique, et le pouvoir ne l'intéresse pas. Donc, à la fin, c'est ouais, je suis là pour être roi. Bon. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est ce que dit Tyrion, c'est que finalement, qu'est-ce qui fédère? Ce sont les histoires. Bon,
c'est vachement intéressant. Ce qui reste, c'est du storytelling. Le storytelling en politique, ben, ça donne le roman national, hein, ça donne une réécriture de l'histoire. C'est intéressant, c'est très très discutable politiquement parlant, mais c'est très intéressant de faire du méta textuel, c'est-à-dire de raconter une histoire dans l'histoire. Au final, ça donne un peu de Tolkien, hein. Sam qui arrive avec le bouquin, bon ben, pour raconter tout ce qu'on a vécu, j'ai pensé à ce bouquin-là, The Song of Ice and Fire, hein, la balade de la glace et du feu, le titre du roman de George Martin, dont s'inspire la série. Ok. Euh, c'est limite, mais c'est intéressant d'en revenir à ça, oui, ok. Après tout, George R. Martin, hein, il a même piqué les deux R à Tolkien. Au final, voilà, la politique, c'est ça, c'est ce qu'il y a mieux à faire, c'est on met au pouvoir quelqu'un qui ne veut pas le pouvoir, et puis on va construire une histoire autour de ça. Eh bien, au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les rois ne seront plus nommés de manière héréditaire par droit divin, mais seront élus par des grands électeurs. Et ça, c'est très exactement la politique telle qu'on la conçoit aux États-Unis, qui peut correspondre au monde anglo-saxon si on tire un petit peu les cheveux. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette série. Ça reste une très très grande série. Les choix des showrunners au final sont pas très cohérents dans la dernière saison, même s'il y a des images qui sont absolument magnifiques, même s'il y a des idées politiques qui sont très belles. Bon, la fin est mitigée, ça mérite d'y réfléchir, mais c'est une très grande série. Voilà. Merci Serge de m'avoir laissé en parler, et à bientôt pour un débat.